Bonjour, nous sommes maintenant à notre deuxième édition du colloque du mardi en visioconférence avec toujours le même sujet chaud, le Covid-19 et différentes actualités. On va commencer tout de suite avec la docteure Frédérique Jacqueriot. Merci beaucoup Frédérique. Alors bonjour, on va commencer avec le point épidémiologique. Donc au niveau mondial, c'est une pandémie qui touche maintenant quasiment la totalité de tous les pays du monde. Vous voyez 195, 197. Le problème, c'est surtout en dehors de la Chine. On a bientôt 4 fois plus de cas en dehors de Chine qu'en Chine. Vous voyez qu'il y a toujours 86% de cas actifs en dehors de Chine, avec 4% des cas qui sont en conditions sévères et critiques. En Chine, vraiment, ils ont contrôlé, il y a plus de cas, de nouveaux cas à présent. Les cas, en fait, des derniers jours étaient des cas importés, donc ils sont plutôt en train d'essayer de restreindre l'arrivée des cas d'autres pays autour d'eux. En Corée aussi, on voit qu'ils arrivent à la fin de la première, en tout cas à la fin de leur épidémie. On voit maintenant qu'il y a une diminution nette du nombre de nouveaux cas par jour. Ce qu'on peut dire de la Corée avec des données qui ne sont pas encore publiées, c'est que vraiment le groupe d'âge de 20 à 40 ans et ceux qui sont le plus touchés en termes d'infection, c'est eux qui ont le plus d'infections lorsqu'on fait des études, pas des études sérologiques, mais lorsqu'on fait un dépistage vraiment large de la population. Un autre pic autour des 50-60 ans, mais les gens par contre en termes de mortalité, c'est plutôt ceux qui sont au-dessus de 70 ans. Ça se retrouve dans toutes les études épidémiologiques qu'on a jusqu'à présent. La différence ici, vous voyez qu'il y a eu 175 cas par million d'habitants en Corée, en comparaison avec la Chine où il y avait seulement 56 cas par million d'habitants. En Italie, un autre scénario, vous voyez maintenant que le nombre de cas continue d'augmenter, bien que sur les derniers jours, peut-être il y a un petit peu moins de nouveaux cas par jour, mais on est à 1057 cas par million d'habitants, donc vraiment une épidémie qui a pris de plein fouet cette population, et certainement à un moment donné où il y avait déjà une circulation, donc on ne peut pas parler de mortalité pour l'instant, elle est vraiment surestimée, on n'a pas du tout une idée de combien de personnes dans la population est infectée. L'Europe reste l'épicentre de la pandémie. Nous sommes toujours en 5e position avec actuellement 8547 cas, 131 décès. Ils ne sont pas tous encore confirmés, donc ça peut encore changer ces jours. Et nous sommes aussi très hauts dans le nombre de cas par habitant, probablement parmi les 2e, 3e en Europe. En Suisse, vous voyez ici la situation. Nous sommes aussi un des cantons qui a le plus de cas, à 1231. Alors, donc c'est un petit peu différent de ce que je vous ai présenté avant. C'est vraiment comment les choses sont calculées, à quel moment de la journée les choses sont calculées. Nous, on a 1196, vous voyez ici sur la carte 1231. Donc ça peut toujours varier en fonction du moment où vous regardez les chiffres. Nous sommes toujours aussi en phase ascendante, donc à toujours une augmentation de cas. On n'a pas l'impression d'avoir déjà arrivé à un pic. On pense qu'on est à peu près 11 jours derrière la Lombardie, donc il faut vraiment regarder un peu la situation en Italie du Nord pour un petit peu après extrapoler chez nous. En nombre de cas hospitalisés, hier matin à 8 heures, nous avions 244 cas confirmés, 38 suspects et un peu plus de 10 décès, avec quand même des gens qui rentrent à domicile, donc ça c'est la bonne nouvelle. On a très peu de données sur le canton, mais on voit déjà au sein de la population hospitalisée qu'il y a un certain nombre de gens qui rentrent à domicile. C'est très difficile pour l'instant d'avoir une vue quand même sur les tendances parce que le nombre de nouveaux cas par jour, par exemple, totaux à l'hôpital ou aux soins intensifs est très variable. Donc la même situation pour voir un petit peu la répartition, à peu près un quart en soins aigus et le reste soit aux étages, soit en gériatrie. Ici, vous voyez au niveau du laboratoire des HUG qui a fait un certain nombre de tests au niveau suisse. Vous voyez en bleu le nombre de tests négatifs et en orange le nombre de tests positifs. Donc la proportion entre les deux est bien sûr dépendante de la stratégie de dépistage. Lorsque vous faites beaucoup de dépistage, vous avez probablement une proportion plus faible de positifs. Lorsque vous restreignez les critères en fait, de dépistage pour des gens plus malades, vous avez aussi une proportion plus élevée. Et au HUG, vous voyez un peu la même tendance. Je vais laisser la parole à... j'ai encore un mot en fait pour le confinement. Vous savez que les mesures maintenant sont assez strictes en Suisse et puis j'aimerais juste vous montrer cette illustration, pourquoi chaque jour en fait compte. Vous avez ici 2 communes en fait au nord de l'Italie, une qui a fait un confinement plus rapide que l'autre et vous voyez l'effet sur la courbe épidémiologique, donc vraiment chaque jour compte en termes de confinement.
Merci beaucoup Frédéric. On a souhaité dans ce colloque vous donner un éclairage et un plan un petit peu différent et on va aborder maintenant les recommandations qui ont été mises sur pied avec un petit groupe dont Thomas Agoritsas va vous parler en détail en 7 minutes. Merci Thomas. Voilà, bonjour. Au niveau institutionnel, on a senti qu'au vu de toutes les connaissances qu'il y avait des mises à jour et de la nécessité de prendre en charge beaucoup de patients, il fallait produire des recommandations et centraliser les différentes recommandations qui étaient faites. Et j'aimerais vous présenter ces deux liens, un lien intranet HUG et un lien internet des HUG. Dans le lien intranet, il y a tous les documents que nous avons émis et dans le lien internet, la majorité d'entre eux, à ces deux liens que vous voyez ici, qui ont été édictés par un groupe mandaté par la direction médicale, par la cellule Covid institutionnelle et qui est multidisciplinaire à travers l'hôpital. Voici comment y accéder. Si vous allez par Internet, vous avez informations sur coronavirus. Vous pouvez le trouver via patients et visiteurs, où on trouvera les informations pour les professionnels, ou directement dans l'onglet professionnels de santé. Et sous l'onglet recommandations des professionnels, vous verrez le groupe et la liste de toutes ces recommandations édictées. Sur intranet, qui pour les collaborateurs est évidemment plus utilisé, vous prenez n'importe quel lien sur la mise à jour coronavirus. Vous arrivez sur la page principale par le service de communication avec toutes les mises à jour quotidiennes et les messages de la direction notamment. Et en bas de ce lien, vous allez trouver le groupe intranet dédié à coronavirus avec l'onglet recommandations institutionnelles. Donc c'est là, à ce lien-là, que je vous recommande de tous aller voir et que beaucoup de nos collaborateurs utilisent déjà, que vous allez trouver l'ensemble de ces recommandations. Vous pouvez également utiliser l'application institutionnelle Head to Toe. Je montre sur cette slide comment y accéder. Head to Toe est largement utilisé par les étudiants et permet de médecine et de diffuser les informations. Les collaborateurs dans plusieurs services maintenant utilisent ces recommandations également. C'est assez simple de le mettre sur votre smartphone et d'avoir une mise à jour de ces recommandations. Car en effet, nous modifions ou nous ajoutons des documents tous les jours, voire 2 fois par jour, au vu de l'actualité et des nouvelles connaissances. Je vais vous donner quelques exemples seulement au vu du court temps. Je vous invite à regarder le reste sur le site. Il y a par exemple une vue d'ensemble avec les définitions qu'on vient de voir de SARS-CoV-2 et de l'épidémie, mais aussi une stratégie d'orientation des patients. C'est là que vous allez trouver les critères d'hospitalisation notamment, mais aussi, comme montré sur ce schéma, les critères de cas suspects, symptômes aigus d'infection des voies respiratoires et ou fièvre, les critères actuels de screening qui changent d'ailleurs par rapport à ce qui est écrit ici, tout est fièvre et vulnérabilité, comorbidité, des critères de screening qui sont adaptés à la situation, les critères d'hospitalisation, et je m'y arrête juste quelques secondes, d'avoir une pneumonie d'une sévérité suffisante, d'un CURB 65 à plus que 2, ou une dépendance à l'oxygène, ou une augmentation des besoins d'oxygène pour les personnes qui en ont déjà, une tachypnée soutenue à plus de 20 par minute, une autre comorbidité décompensée avec une infection Covid, une altération majeure de l'état général qui rend le suivi à domicile précaire ou non assuré, et une évolution clinique défavorable, puisqu'on sait que chez une petite partie des personnes infectées, la maladie évolue rapidement. Donc c'est aussi un critère d'hospitalisation. Et bien sûr, l'absence de limitation thérapeutique de personnes qui auraient souhaité ne pas être hospitalisées, qui ont émis des directives anticipées par exemple. Il y a aussi sur ce site des critères de retour à domicile qui sont mentionnés ici, la stabilité clinique, le fait de ne plus avoir besoin d'oxygène et d'être sevré à ces valeurs de base, que les comorbidités peuvent être gérées en ambulatoire ou si on parle de transfert dans d'autres institutions, dans une autre institution, et bien sûr toutes les mesures édictées par la DGS et l'OFSP de quarantaine et d'isolement qui sont adaptées suivant le contexte du transfert, du retour à domicile ou de l'institution. Donc c'est là que vous trouverez une mise à jour de ces critères qui sont évidemment en mouvement en fonction de l'actualité des événements et des données. Vous trouverez d'autres recommandations, et là je m'adresse surtout à la grande équipe de médecins qui maintenant nous aide en médecine interne pour prendre en charge les plus de 200 patients hospitalisés, notamment une recommandation sur la prise en charge d'un patient infecté dans une unité. On liste toutes les investigations de base, par exemple, qu'il s'agit de faire. Et pour des pays, on a mis en place des ordres à boutons, des ordres facilités qui permettent de
connaître ces recommandations et de prescrire de manière adaptée ce qui est nécessaire. Je mentionne brièvement un point important, c'est l'antibiothérapie. L'infection à Covid est virale, il y a parfois des surinfections bactériennes. Nous recommandons ici de traiter par coamoxicilline les patients hospitalisés en premier, sauf allergie. Nous ne recommandons pas de traitement empirique des germes atypiques à cause de la faible prévalence d'une co-infection dans ce contexte d'épidémie virale. Par contre, nous recommandons de toujours exclure la présence d'une légionellose qui changerait évidemment l'attitude clinique. Et bien sûr de réévaluer le traitement à 48 heures puisque les antibiotiques peuvent sembler indiqués au début mais pas forcément en fonction de l'évolution thérapeutique. Donc tout ce type de recommandation est détaillé et justifié dans ces documents. Je vais brièvement vous montrer de quoi a l'air les recommandations pour les traitements spécifiques. Ils font grand débat dans la société, grand débat dans la communauté scientifique. Pourquoi ? Parce que, comme mentionné ici sur la gauche, la qualité de l'évidence pour tous ces traitements est très faible. On n'a que peu de certitude sur ce qui marche et la probabilité que ça marche. Toute recommandation qui peut être faite est donc faible. Elle dépend du contexte de la situation du patient et de l'incertitude quant aux bénéfices potentiels. Pour chaque patient, chaque médecin doit considérer l'équilibre entre les bénéfices donc incertains, les risques qui sont mieux documentés, c'est des molécules qu'on connaît, et puis les contre-indications formelles. Et vous verrez, je ne vais pas le détailler sur le site, une approche par palier de sévérité pour ces différents traitements entre les patients hospitalisés et les patients qui sont aux soins intensifs. Je vous remercie et je vous invite à aller voir ces recommandations sur le site. Merci beaucoup Thomas. On va vous donner maintenant un éclairage clinique avec la présentation d'une vignette clinique ou peut-être deux par Alessandra Calmi. Merci beaucoup Alessandra. Et puis ensuite un éclairage sur ce qu'on fait à l'hôpital et qui peut être utile pour les médecins DHUG, mais peut-être les médecins de l'extérieur qui vont peut-être rejoindre nos rangs à un moment ou à un autre. Merci Alessandra. Merci Jean-Luc. Donc Alexandra Calmi du service de maladies infectieuses. On a décidé donc de présenter la vie à la clinique en commençant par ce qui fait le sens de la vie à la clinique, c'est-à-dire la présence des patients. Parce qu'évidemment, le fait d'avoir des unités Covid, c'est-à-dire des unités qui sont remplies de patients qui présentent une pathologie très identique, change beaucoup la façon dont on a de travailler et a permis finalement de standardiser beaucoup de choses à l'intérieur de la clinique. Ça, c'est l'histoire de monsieur XYZ, 56 ans, un patient en bonne santé habituelle, qui se présente à J1 de ses symptômes chez son médecin traitant qui lui donne des anti-inflammatoires et du paracétamol pour une infection respiratoire des voies aériennes supérieures. 3 jours après l'apparition de ses premiers symptômes, il consulte à nouveau en ambulatoire et à nouveau il rentre à domicile avec un traitement symptomatique. Le lendemain, on diagnostique le Covid. Et il a une radiographie du thorax qui a été faite également en ambulatoire, que je vous présenterai plus tard. À J6 du début des symptômes, il présente une aggravation assez importante de son état clinique. Il présente une difficulté à respirer, un état fébrile qui motive dans la soirée et le matin de la nuit suivante une hospitalisation ici au HUG. Il reçoit, en raison de sa pneumonie sévère, une bithérapie antibiotique de coamoxicilline clarithromycine selon les recommandations en vigueur des pneumonies sévères. À ce moment-là, il a un état hautement fébrile, il nécessite de l'oxygène à 3 litres pour atteindre une saturation de 93%. Il est tachypnéique à 27 par minute et sa tension artérielle est de 113 sur 74. Dès le départ, il reçoit ce qu'on appelle un red flag dans l'identification des patients qui sont les plus à risque de dégradation rapide de leur état respiratoire. Et le red flag a été défini dans la clinique, et on en reparlera un peu plus tard, par l'augmentation rapide des besoins en oxygène, la présence d'une tachypnée ou le besoin en oxygénothérapie supérieur ou égal à 3 litres. Il débute un traitement spécifique de lopinavir au 8e jour de ses symptômes. À ce moment-là, j'ai mis ici quelques éléments très classiques finalement de son laboratoire. Il n'est pas anémique, il a des leucocytes à 5,2, des lymphocytes totaux abaissés à 0,67, des thrombocytes abaissés également à 122, une CRP élevée à 85 mg par litre et une procalcitonine presque normale.
Voici les radios et l'évolution radiologique entre le J4 de ces symptômes, le 13 mars, et le 20 mars, 2 jours suivant son admission aux soins intensifs. Au moment de la radiographie du 13 mars, le patient n'a pas reçu de traitement. On n'avait pas encore à ce moment-là le diagnostic de Covid. Il n'y a pas de scanner qui est disponible pour ce patient, mais au vu de la radio, on peut déjà imaginer ce scanner assez typique de ces pneumonies avec des verres dépolis de façon multifocale et multilobaire. La suite de ce patient, c'est que très rapidement, il est descendu dans la nuit aux soins intensifs en raison d'une détresse respiratoire. Il nécessite à ce moment-là une FiO2 à 65%, il a une fréquence respiratoire à 40%. Il est admis donc aux soins intensifs. Son traitement de lopinavir est stoppé donc après 1 jour. Il a de nouveau la radio du thorax que je vous ai montré tout à l'heure. À ce moment-là, il est intubé, il reste aux soins intensifs pendant 6 jours. Il y a un certain nombre de choses qui se passent et dans les recommandations ici de l'hôpital et dans la littérature scientifique qu'on détaillera peut-être à une autre reprise. Et au jour 14, il reçoit un traitement d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. Et au jour 15, il est extubé, transféré aux soins continus où il l'est encore actuellement. Voilà, j'ai terminé pour ce patient. Donc, bonjour, Jérôme Stirnemann, donc je suis médecin adjoint en médecine interne générale et je vais vous parler très rapidement de notre prise en charge pratique dans les unités de soins. Alors tout d'abord, un petit état des lieux du SMIG actuellement, c'est à tout le bâtiment Julliard et actuellement SMIG Covid avec des patients qui sont déjà hospitalisés, d'autres qui risquent de venir. Tout n'est bien sûr pas occupé, mais 360 lits finalement destinés actuellement au Covid. Notre staff a été renforcé énormément avec une multiplication par 4 du staff médical pour remplir les unités qui n'étaient pas dédiées au SMIG antérieurement et aussi pour surstaffer les unités Covid parce avec notre expérience, on a vu que c'était des patients qui nécessitaient beaucoup plus de surveillance. Et puis, il y a des lits dans le bâtiment Stern aussi qui sont réservés, qui sont actuellement avec quelques patients non Covid, et également des lits aux 3 chaînes qui sont destinés à la prise en charge Covid. Comme vous l'a montré Thomas, la première chose, c'est que les pratiques sont uniformisées avec une prescription facilitée qui reprend exactement les recommandations, notamment en termes d'antibiothérapie et puis d'indications thérapeutiques spécifiques à l'étra-hydroxychloroquine. Il est important pour nous aussi d'avoir des indicateurs qui permettent de dépister précocement, le plus précocement possible, les patients à risque justement de décompensation respiratoire. Initialement, on va d'abord mettre si le patient est Covid confirmé ou suspect, puis on va préciser l'attitude générale en précisant RCP, NTBR qui est candidat aux soins intensifs ou NTBR qui n'est pas candidat aux soins intensifs. On va s'aider pour cela des recommandations de l'ASSM qui viennent de paraître. On va également pister les paramètres vitaux, notamment la saturation, le débit d'oxygène, les modifications de ce débit d'oxygène, la fréquence respiratoire, pour identifier les red tags, comme l'a montré donc Alexandra Calmi. Et on peut à ce moment-là mettre un losange rouge quand on pense que le patient est à risque de décompensation et qu'il est transférable aux soins intensifs, ce qui nous permet de planifier puis d'intensifier la surveillance dans ces cas-là. On met également le traitement spécifique qu'a reçu le patient. Un huddle est fait le matin avec le staff médico-soignant et on regarde l'ensemble des éléments de ces patients. Chacun est pris un par un et on regarde vraiment s'il est en s'aggravant ou s'il est plutôt stable. Et on remet ce losange rouge pour les patients qui sont à risque d'aggravation et on va intensifier la surveillance pour eux. Enfin, dans la documentation clinique, celle-ci a été facilitée avec une nouvelle note d'admission et une lettre de sortie, des raccourcis qui vont générer finalement du texte standardisé pour les patients qui ont le Covid, et puis des lettres de sortie qui vont être effectuées dès l'entrée et qui vont ensuite qui vont évoluer, mais dès l'entrée, elles vont être effectuées par les IP managers, ce qui fait que le médecin, dès la sortie, a déjà sa lettre faite, il n'a plus qu'à la lire et à la signer.
En conclusion, on voit donc que le staff a été renforcé pour cette situation particulière et c'est lié essentiellement à l'instabilité des patients qui nécessite vraiment d'avoir une surveillance accrue, à la lourdeur physique et psychologique. C'est quand même une charge importante pour tout notre staff et je remercie d'ailleurs tous les gens qui sont venus renforcer notre staff, le risque d'épuisement émotionnel et puis des outils donc, qui sont mis en place pour homogénéiser les prises en charge et identifier précocement les décompensations. Un point est fait régulièrement avec les infectiologues et les documents administratifs sont allégés. Donc tout ça, l'objectif principal est d'augmenter la qualité et l'efficacité de la prise en charge et de garder l'humanité nécessaire pour ces patients hospitalisés qui sont en détresse et souvent isolés de leur famille. Merci. Merci beaucoup Jérôme. On va donner la parole maintenant à Anitaine pour le service de prévention et de contrôle de l'infection. On a déjà eu une question sur comment est la meilleure façon de désinfecter nos stéthoscopes. Je donne la parole à vous. Voilà, alors je vous fais ces courtes diapositives pour vous rappeler quelles sont les bonnes pratiques pour se protéger contre le coronavirus. Donc je vous rappelle que les mesures de base, c'est vraiment l'essentiel. qu'en présence d'un patient qui est positif pour ce pathogène, il faut mettre en place des mesures gouttelettes et des mesures contact. Cela signifie qu'on va utiliser un masque de soins, une blouse de soins, une paire de gants et dans certaines situations particulières où on a des procédures qui peuvent induire des petites aérosolisations, à ce moment-là, on peut utiliser un masque FFP2 pour compléter la protection. Je vous rappelle que ce n'est pas nécessaire d'utiliser de manière universelle les FFP2, ce ne serait pas utile et surtout c'est aussi inconfortable pour vous. Je sais aussi qu'il y a des pratiques qui sont différentes d'un endroit à un autre. Je vous demande vraiment de suivre les recommandations qui vous sont faites par l'hôpital parce qu'on connaît vos conditions de travail, on sait le niveau de formation que vous avez en matière de prévention et contrôle de l'infection et je pense que c'est une bonne solution, celle qui vous est proposée actuellement. En cas de questions ou en cas de difficulté, n'hésitez pas à solliciter nos équipes pour vous donner les informations nécessaires et éventuellement adapter les recommandations ou en vous rassurer, ce qui sera le plus souvent le cas. On a parlé des patients, mais il convient aussi de parler des professionnels. Et on nous demande qu'est-ce qu'on fait si j'ai été exposé à quelqu'un qui est Covid positif. Qu'est-ce que je dois faire? Alors je vous rappelle qu'on peut être exposé dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle à ce virus. Dans la vie privée, il convient de toujours respecter les règles, les recommandations qui nous sont faites par l'OFSP. Pratiquer l'hygiène des mains, garder la distance, ça c'est vraiment important. Au travail, suivez les recommandations qu'on vous fait. Il se peut que vous soyez exposé à un de vos proches, un conjoint, un parent, un patient. Dans ce cas-là, comment est-ce que vous devez vous comporter? Ce qu'on vous demande, c'est de garder le masque de soins. Vous pouvez venir travailler tant que vous êtes asymptomatique. Si des symptômes sous forme de symptômes respiratoires ou de température apparaissent, allez vous faire tester. Si vous êtes en plein travail, vous pouvez terminer votre rotation. Ensuite, vous rentrez à la maison, vous attendez le résultat. Si le résultat est négatif, le résultat du test, à ce moment-là, vous revenez travailler, mais vous continuez à porter un masque. Si vous êtes positif, vous restez pendant 10 jours à la maison et il faut aussi que soient inclus 2 jours asymptomatiques. Je vous donne un exemple. Si vous êtes malade 8 jours et que vous êtes ensuite symptomatique le 9e et le 10e jour, vous pouvez venir au travail le 11e jour. Si vous êtes encore symptomatique le 10e jour, il faudra en tout cas que le 11e et le 12e jour, vous soyez asymptomatique. Ce sont les recommandations actuelles ici au HUG. Elles peuvent évoluer et on vous dira si jamais il y a des modifications qui surviennent. Il y a aussi passablement de questions qui nous viennent à propos, parce que malheureusement il y a des patients qui décèdent. Comment est-ce qu'on doit faire pour s'occuper du corps de la personne décédée? Comment est-ce qu'on doit faire avec la famille si par hasard elle se trouvait là au moment du décès? Donc, un patient qui est positif pour le corona, il est en mesure, contact et gouttelette, on continue, même si le patient est décédé, à respecter ces consignes. Et ensuite, le corps sera transféré, confié aux pompes funèbres en respectant les règles habituelles. Il y a une recommandation qui va être émise tout prochainement par le médecin cantonal qui concernera nos institutions et aussi les institutions extérieures au canton.
Voilà, je cède la parole au docteur Abbas. Alors, je vais faire une petite transition. On va essayer aussi, dans ces colloques du mardi, de vous donner un éclairage sur les mythes et les réalités, d'en faire tomber certains pour les mythes. Et puis, pour les recommandations, vous rappelez que, par exemple, pour les différents traitements, Thomas a mentionné ces recommandations, il y a quelques indications sur les traitements chroniques à maintenir ou à arrêter. Et puis, parmi les mythes et les réalités, alors contre le Covid, il y a pour les mains la solution hydroalcoolique, le savon de Marseille, pas forcément le savon de Marseille. Et puis pour les aérosols et les gouttelettes, je crois que Mohamed Abbas va nous faire un point assez clair. Merci beaucoup, Mohamed. Merci beaucoup, bonjour. Je vais vous donc parler de quelques mythes et réalités, peut-être essayer d'éclairer un petit peu la situation par rapport à un article qui est récemment sorti. Donc c'est une continuation directe de la présentation de Aniten. Donc dans les moyens de transmission en fait, de pathogènes respiratoires, on distingue les transmissions par gouttelettes, qui sont ici, où les particules sont de grande taille et donc tombent lorsque le patient tousse à peu près 1 mètre, et la transmission par air, en fait, qui est portée par des aérosols, parce que c'est des particules de toute petite taille et puis qui se disséminent et qui restent en suspension dans l'air, ce qui est le cas de la rougeole. Maintenant, entre deux, on peut imaginer qu'il y a des procédures qui sont génératrices d'aérosols, c'est des procédures à risque, comme l'a mentionné Anne, et ces situations-là sont donc l'intubation orotrachéale, par exemple, ou une assistance ventilatoire par CPAP, VNI, Optiflow, etc. Alors, qu'en est-il pour le SARS ? Il y a un papier qui vient de sortir dans le New England Journal of Medicine, une lettre assez courte, où l'équipe a essayé d'évaluer la viabilité, la survie du virus dans les aérosols et également sur les surfaces. Et ils ont comparé donc, le SARS-CoV-2 au SARS-CoV-1 qui était responsable du SARS en 2004. Ils ont fait des expériences répliquées 3 fois. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont utilisé un nébuliseur de Collison et ont généré des aérosols de petite taille, inférieure à 5 micromètres, contenant des concentrations déterminées de SARS-CoV-2 et de SARS-CoV-1, et ont fait des échantillonnages à 0, 30, 60 et 120 minutes après l'aérosolisation, dans des conditions particulières, à 65% d'humidité relative et une température entre 21 et 23%. On sait que pour l'aérosolisation, il y a clairement un effet de la température et de l'humidité qui participent à la viabilité et à la survie du virus. Ensuite, à la sortie de ce nébuliseur, il y a un tambour de Goldman qui est en rotation aussi et qui permet d'évaluer ensuite la survie. Les échantillons sont ensuite inoculés sur des cellules Vera et on mesure le pourcentage de viabilité. Pour les surfaces, ils ont utilisé 4 surfaces différentes, donc le plastique, l'inox, le cuivre et le carton, dans des conditions un petit peu différentes, un climat un peu plus sec à 40% d'humidité relative, mais une température identique, un inoculum aussi assez standard mais assez élevé. Quels sont les résultats de cette étude ? Donc, on voit qu'il y a une survie du virus dans ce tambour de Goldman à 3 heures après l'aérosolisation. Il y a une diminution du titre de la concentration donc, de ce virus et surtout il n'y a pas de différence significative entre SARS-CoV-2 et SARS-CoV-1. Qu'en est-il des surfaces ? On voit ici qu'il y a une diminution très rapide de la concentration sur les surfaces de SARS-CoV-2 et de SARS-CoV-1 pour le cuivre. Il y a une diminution un petit peu moins rapide en ce qui concerne l'inox et le plastique. Le carton, il y avait une variabilité tellement importante au niveau des 3 différents examens qui ont été répliqués qu'on ne peut pas tirer des grandes conclusions étant donné la marge d'incertitude des analyses. Donc, en résumé, on voit qu'il y a une diminution exponentielle de la concentration des virus sur les surfaces et en aérosol, en raison de la courbe log linéaire. On voit qu'il y a une demi-vie similaire du virus dans toutes les conditions, entre le SARS-CoV-2 et le SARS-CoV-1, dans ces conditions expérimentales. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre ça dans le contexte ?
On sait de notre expérience avec SARS-CoV-1 que la transmission était par gouttelettes dans la grande majorité des cas. Il y a eu des cas décrits de transmission par aérosol, mais dans des contextes très spécifiques, donc ça demeure une exception épidémiologiquement. On sait que la transmission de CoV-1 était surtout liée lors de contacts étroits avec un autre cas. Et on voit que la plupart des cas étaient nosocomiaux d'une part, et dans les cas de transmission à domicile, la proximité du cas avec l'autre membre du domicile était vraiment un facteur de risque. Les données épidémiologiques que nous avons actuellement suggèrent que la transmission de CoV-2 est plus augmentée parmi les membres d'une même famille que parmi les membres de l'entourage autre qui n'est pas familial direct. D'ailleurs, il y a une étude aussi qui montre que les échantillons d'air et de surface, les échantillons d'air dans les chambres des patients SARS-CoV-2 étaient négatifs. Par contre, on a observé des PCR positifs dans l'environnement direct du patient, mais qui étaient négatifs après l'entretien habituel. Donc ça souligne l'importance non seulement d'un entretien standard, mais également de l'hygiène des mains. Donc en conclusion, c'est une étude de laboratoire qui est extrêmement bien faite, mais la relevance clinique est hautement incertaine, on ne peut rien en tirer pour notre pratique quotidienne. Moi, je me demande aussi la question de pourquoi est-ce qu'une étude de laboratoire a été publiée dans le New England Journal of Medicine, qui est un journal avant tout plutôt clinique, et il y a beaucoup de choses dont on peut discuter, malheureusement on n'a pas le temps de le faire. Et encore une fois, je voudrais souligner le rôle incertain de la contamination de l'environnement dans la transmission de maladies infectieuses et nosocomiales, mais tout en sachant que c'est des bonnes pratiques d'assurer un nettoyage adéquat. J'aimerais finir par une citation du professeur Stanley Perlman qui dit qu'on doit distinguer entre ce qui est possible et ce qui se passe en réalité sur le terrain. Et je vous remercie pour votre attention.